Les Léopards de la République démocratique du Congo joueront leur dernière chance de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. La RDC sera face à la Sierra Leone demain au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Des progrès notables ont été enregistrés dans la réalisation des objectifs du millénaire pour les développements par la RDC, notamment en ce qui concerne le taux de scolarisation au primaire. Cependant, beaucoup reste à faire, souligne le rapport national OMD 2012. Très fréquenté, l'avenue Victoire est fortement délabrée. Les usagers de la route sont soumis à des rudes épreuves. Antenne A, le journal, Patricia Amouli. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Commençons par le sport. Les Léopards de la République démocratique du Congo vont accueillir leurs homologues de la République Sierra Leone ce mercredi au stade Tata Raphaël dans la dernière journée des éliminatoires de la CAN Guinée 2015. Patrick Borel-Mukendi vous présente le chance de 11 national. Suivez. 5 matchs joués, 3 défaites et 2 victoires, telles sont les statistiques de l'équipe nationale football de la RDC aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Les Léopards qui vont recevoir mercredi 19 novembre le Free Stars de Sierra Leone doivent l'emporter et que les autres concurrents fassent piètre figure. Sur les 28 nations en lice, 10 sont déjà qualifiés, 6 sont hors course et 9 peuvent encore se qualifier. Considérons que le football est une véritable boîte à surprise, tout peut arriver. La rencontre entre Côte d'Ivoire-Cameroun et le plan A des Congolais. S'il y a match nul, le regard des Congolais seront tournés dans le groupe A qui verra le Nigeria avec 7 points croiser l'Afrique du Sud 11 points. Congo 7 points, en découdre avec le Soudan 3 points. Et le groupe G, considéré comme le plan B, la Tunisie avec 11 points rencontrera l'Égypte qui possède 6 points. Et le Sénégal 10 points accueillera le Botswana qui a 1 point. C'est à l'issue des rencontres de la dernière journée qui va demander des calculettes que nous connaîtrons les 16 pays qui devront prendre part à cette fête africaine qui recevra les pays de Théodoro Biangwema. Espérons que le bon Dieu sera congolais. Et les joueurs de l'équipe nationale de la Sierra Leone séjournent depuis hier à Kinshasa lors de leur séance d'entraînement. Les supporters congolais les ont qualifiés d'Ebola à cause de cette épidémie qui sévit dans ce pays. Le capitaine de la Sierra Leone a déploré ce comportement de Congolais au micro de Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moulobo. Les joueurs Ebola, c'est pas c'est un virus très très mal. Donc chez nous, il a tué beaucoup de gens là-bas. Et c'est pas très bien. Moi, j'ai pas vu mes familles. Ça fait plus de 1 mois, 1 année maintenant, parce que je ne peux pas rentrer chez nous. Donc c'est pas bien. Et si les gens, quand on vient ici pour jouer le football, et ils crient Ebola, Ebola, c'est pas notre nom. Nous on joue en Europe. Les joueurs qui viennent ici, ils sont fâchés tout le temps. Parce que quand les gens crient comme ça, il y a les jeunes joueurs qui parlent qu'ils ne veulent même pas jouer. Donc Ebola c'est un virus. Et il faut qu'on prie que Dieu aide-nous que Ebola quitte en Afrique. Maintenant, tout est fermé chez nous. Il n'y a pas l'école, les gens ne travaillent pas, tout le monde à la maison. Et les familles, même, tu ne peux même pas voir. Quelques heures de cette rencontre importante pour la République démocratique du Congo, les avis de Congolais divers quant à la qualification de poulain de Florent Ibenge. Suivez-les au micro de Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moulopo. Pour le match de ce samedi, on doit mettre toutes les batteries en marche et surtout notre entraîneur qui est coté parmi les meilleurs entraîneurs aujourd'hui en Afrique. Il doit mettre une bonne ossature, une bonne équipe. Et nous pouvons gagner le match et être parmi les meilleurs perdants et être récupérés. Donc si on s'est qualifié, si on nous prenait comme meilleurs perdants, nous pouvons faire de grandes choses. Vraiment, il n'y a pas à douter, hein, oui, parce que je sais combien mon équipe est très forte.
Et nous avons l'espoir, pourvu que l'on soit dans la compétition. Peut-être Dieu fera grâce. Peut-être, je dis bien, Dieu peut faire grâce. Parce que chez nous, nous comptons plus sur le fétiche. Au lieu de nous entraîner très bien, nous comptons plus sur le fétiche. Alors, prions Dieu, peut-être il peut nous faire grâce demain. D'ailleurs, pour commencer, je n'irai même pas au stade. L'équipe nationale n'a plus de chance. Il faut oublier, on n'a plus de chance. On n'a même pas fait une bonne compétition. On n'a pas de chance. Même si on passait, qu'est-ce qu'on va aller faire? On n'a pas une bonne équipe. Les joueurs, il n'y a pas une bonne cohésion. Ils ne se sont pas bien entraînés. Donc, il ne faut pas s'entendre à une bonne résultat. Oui, étant que l'enfant du pays, moi je crois à mon équipe, nous sommes forts et nous allons remporter la victoire demain. Nous allons réussir. En tant que Congolais, on sait que c'est difficile, mais nous espérons qu'on fera quelque chose de bien. Moi, je souhaite à notre équipe seulement qu'ils remportent, qu'ils viennent avec une bonne réussite, c'est tout. On va gagner le match, on va rapporter, on va gagner. L'actualité, c'est aussi le lancement du rapport 2012 sur les OMD. La réalisation en 2015 par la République démocratique du Congo des cibles fixées en ce qui concerne la majorité des objectifs du millénaire pour le développement est pratiquement impossible. Le gouvernement congolais a fort à faire dans le domaine notamment de la santé, de l'énergie, de l'assainissement, de l'environnement et du genre. C'est ce qui révèle le rapport national sur le progrès réalisé sur les OMD lancé mardi au fleuve Congo Hotel. Hugues Moussangila et Polydor Ngaziami, images et commentaires. Le tableau dépeint par le rapport 2012 sur les objectifs du millénaire pour le développement est contrasté. En effet, des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne le taux de scolarisation au primaire qui est passé de 90,8% en 2010 à 98,4% en 2012. L'indice de parité des genres dans la scolarisation, la proportion d'enfants d'1 an vaccinés contre la rougeole, le nombre d'accouchements assistés par un personnel qualifié et la proportion d'enfants de moins de 5 ans qui dorment sous la moustiquaire imprégnée. Toutefois, beaucoup reste à faire pour la majorité des indicateurs dont la réalisation des cibles en 2015 est pratiquement impossible. La réduction de la pauvreté reste à 63,4% et la faim affecte principalement les enfants de moins de 5 ans. La mortalité infantile reste encore autour de 58%. L'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme sont sous-représentées dans les instances de décision. La mortalité maternelle baisse mais reste élevée par rapport à la cible de 322 décès fixés en 2015. En ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida, l'accès aux antirétroviraux est très faible. Le système des Nations Unies et les autres partenaires restent disposés à continuer d'appuyer la République démocratique du Congo pour l'atteinte des OMD après 2015. Que se passera-t-il après 2015? Au cours de la cérémonie de lancement de ce rapport, les cadres d'accélération des OMD 1, cible 3 et OMD 2 ont été présentés par les experts des ministères du Plan, de l'EPSP et de l'Agriculture. Pour consolider les réussites et accélérer l'action, le gouvernement de la RDC s'est engagé à accroître les investissements ciblés dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'énergie et de l'assainissement. Le bateau Kokolo reprendra officiellement le service le 15 décembre 2014 après une série d'essais. C'est ce qui ressort d'une séance de travail entre le chef du gouvernement Augustin Matata Ponyo et le ministre du Transport Justin Kalumba. Jean-Louis Mieswekama pour la suite. L'heure de vérité approche pour le bateau Kokolo. Les travaux sont bien avancés, place aux essais. À ce stade de programmation, d'abord ce qu'on appelle l'essai de base qui va se faire sur la grande unité Kokolo. Ce sera en fait son envoi des chantiers navals jusqu'aux environs de l'aéroport d'Enjili. Cet essai de base, il va être procédé à ce qu'on appelle l'essai de navigation. Ça va se passer autour du 29, entre le 29 et le 30 novembre. Et là, ça va aller jusqu'à Bolongo. C'est autour de 300 km de Kinshasa. Après ces essais, viendra le lancement officiel du bateau Kokolo le 15 décembre 2014 sur le fleuve Congo. Nous allons nous rendre au nord de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Zongo, dans la province de l'Équateur, qui est approvisionnée par Mandaka Akula, la nationale numéro 23, les Réli, est dans un état de délabrement très avancé. Magali Sissi et David Tembeni ont fait le constat et vous proposent ce reportage. Située à la frontière RDC-République centrafricaine, Zongo figure parmi les 3 villes qui font la fierté de la province de l'Équateur et qui sont reliées par la route nationale numéro 23. Une route de grande importance, mais se trouvant à ces jours
dans un état de délabrement avancé. Les accidents enregistrés ne sont que la conséquence de cet état. De la route qui ne favorise pas les opérations commerciales. Il y a un opérateur qui a accepté de faire cette route, mais jusqu'à présent, cela n'est pas encore effectif, puisque pas même 2 km ou bien 1 km qui est déjà réhabilité. Zongo, qui jadis approvisionnait Mbandaka et Gemena, se trouve aujourd'hui enclavé sur le point de vue économique. Et pour pallier à cette situation, la petite ville s'est tournée vers Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Vous comprendrez que nous sommes une ville frontalière, où la plupart des opérations frontalières se font à partir de la République centrafricaine qui est en face de nous. Alors, cela influence le coin. Donc, la monnaie qui est plus utilisée, c'est le franc CFA par rapport aux besoins de la population locale. Oubliée par l'autorité, cette ville encadrée par la rivière Ubangi est exposée à l'insécurité à cause notamment de la cartographie qu'elle présente, car formée de plusieurs îlots pouvant constituer des refuges pour les ennemis de la paix. La ville de Zongo, qui a toujours été pourvoyeur pour les autres villes de la province, a besoin de l'assistance des pouvoirs publics afin de retrouver sa vocation. La balle est donc dans le camp du gouvernement, outil d'exécution de la vision du chef de l'État Joseph Kabila à travers les 5 chantiers de la République. À Kinshasa, la capitale, très fréquentée, l'avenue Victoire au niveau du célèbre rond-point, puis plus loin devant la Légion nationale d'intervention de la police à Kasavubu est fortement délabrée. Les passages des automobilistes s'en trouvent soumis à rude épreuve et la population s'étonne que l'autorité tarde à agir. Eric Izami, Josène Belebele. Elle est l'une des plus célèbres artères de la capitale Kinshasa en RDC. L'avenue Victoire se meurt et les Congolais se laissent faire. Pire, devant la Légion nationale d'intervention de la police, l'avenue Victoire s'est davantage dégradée. Les véhicules qui passent à Victoire, au rond-point ou à la hauteur de la Leni s'en inquiètent et interpellent l'État dont les visages proches de la population restent la police. Cette avenue, on ne comprend pas. Elle s'est largement dégradée et les autorités qui passent ici n'apportent pas des solutions jour après jour. Nous leur demandons d'apporter la solution. Sur ces tronçons, la route asphaltée laisse la place à la boue et complique davantage le véhicule, quelle que soit la marque. Les gens prient les arts et leur moins intervention rapide. Pour intervention rapide, ici, nous sommes devant la police. Celle-ci s'en trouve être perturbée pour aller à l'intervention rapide étant donné que la route est mauvaise. Le délabrement de l'avenue Victoire peut compromettre l'intervention rapide reconnue à la Légion nationale d'intervention rapide de la police nationale. Le Fonds national pour l'entretien du réseau routier, souvent interpellé par le Sénat, a du pain sur la planche. Après l'examen article par article des projets de loi portant reddition de compte du budget de l'État pour l'exercice 2013 a été soumis au vote, une manière pour la Chambre basse du Parlement d'approuver ou non les conclusions du rapport de la commission ECOFIN. Et puis, sur fond de la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo, la représentante du chef de l'État Joseph Kabila, Janine Mabunda, dans son combat contre les violences sexuelles, a animé mardi 18 novembre 2014 une conférence de presse. Il s'est agi de relever les progrès réalisés par Kinshasa à propos de cette lutte. Africa Mujinga, Nathalie Massembou et Safi Maléo, reportage. En finir avec les violences sexuelles en République démocratique du Congo et l'aboutissement de ces combats nobles. La représentante personnelle du chef de l'État en charge de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants soldats, Janine Mabunda, est revenue sur les progrès réalisés. Dans l'exécution de ce mandat, certaines choses ont été faites depuis le mois de juillet et elles tournent autour d'un plan d'action, donc une stratégie pour 2014 et 2015 qui est constituée donc sur 6 piliers. Lutter contre l'enrôlement des enfants dans des milices d'une part et combattre les violences faites aux femmes d'autre part ont présidé à la mise en place des 6 piliers d'un plan biennal 2014-2015. Bien sûr, on a fait un état des lieux sur la question du positionnement de la femme congolaise et des violences qu'elle subit, un état des lieux aussi sur où est-ce que nous en sommes depuis que nous avons commencé avec la démobilisation des enfants soldats il y a plus de 6-7 ans maintenant. Ça, c'est le premier pilier, état des lieux. Le deuxième pilier, c'est la lutte contre l'impunité.
le pays demeure ce qu'il est, uni, indivisible et en paix. Le quatrième pilier, c'est la prévention, parce que quand il y a des agressions sexuelles, des violences faites aux femmes, c'est probablement révélateur du positionnement qu'on donne à la femme congolaise ou qu'on ne donne pas. La loi congolaise en vigueur punit sévèrement toute forme de violence, surtout à l'égard de la femme. C'est ainsi que toute la communauté nationale gagnera à œuvrer pour l'application stricte de la loi. Chargé de la sensibilisation à l'antenne de la Cour pénale internationale en RDC, Patrick Chiboui est à Kisangani en province orientale où il a eu ce mardi 18 novembre 2014 une séance d'échange avec les députés provinciaux au sujet de la Cour pénale internationale et son fonctionnement. Eric Izami l'a interviewé au téléphone pour vous. Suivez. Tenu aujourd'hui une session d'information à l'intention des députés provinciaux de la province orientale. Il était question au cours de cette session d'informer les députés provinciaux sur l'évolution des affaires de la situation en RDC. Comme vous le savez, les affaires en cours actuellement concernent des allégations des crimes qui auraient été commis dans le district de l'Ituri, que ce soit l'affaire, il en est ainsi de l'affaire le procureur contre Thomas Lubanga, procureur contre Germain Katanga, procureur contre Mathieu Ngoudjolo et procureur contre Bosco Tanganda. Donc il était important pour nous de pouvoir rencontrer les élus, les populations de la province orientale qui siègent au sein de l'Assemblée provinciale de la province orientale, y compris les représentants provinciaux du district de l'Ituri. Et donc nous avons eu ces échanges en commençant d'abord par leur présenter le fonctionnement de la Cour pénale internationale, les points les plus importants de la procédure pour qu'ils puissent avoir une idée beaucoup plus claire de cette institution qui est la Cour pénale internationale. Et par la suite, donc, nous avons échangé, comme je l'ai dit, sur l'évolution des affaires. Il est important de rappeler que ce n'est pas la première fois que l'unité de la sensibilisation de la CPI se déplace à Kisangani pour rencontrer les députés provinciaux. On le fait assez souvent et donc c'était pour nous une seconde fois et une première fois en 2014. Après énormément d'informations que nous avons eues dans les différentes affaires, il était important pour nous, vers la fin de cette année, de pouvoir mettre à jour leurs informations sur toutes les affaires en question. Human Rights Watch accuse le gouvernement congolais d'avoir tué plusieurs de ses compatriotes lors de l'opération Likofi. La nouvelle société civile congolaise exhorte les autorités de Kinshasa de prendre acte du dit rapport et de diligenter une contre-attaque. Sylvain Kapambobo Sengele, reportage. L'opération Likofi, initiée par Kinshasa, aurait fait plus ou moins 50 victimes, selon Human Rights Watch, bilan contesté par les autorités congolaises, à qui la nouvelle société civile congolaise, coordonnée par Jonas Tchombela, exhorte à ouvrir une autre enquête. Tout ce qui va dans le sens de violation des droits et libertés des citoyens, la société civile ne peut que saluer. Ici, nous estimons que cette opération n'était pas suffisamment accompagnée de plus d'humanité. Nous l'avons dénoncé à l'époque. Et maintenant qu'il y a des rapports qui fusent sur cette opération, nous demandons à ce que les autorités aussi à leur niveau prennent acte d'abord des rapports et qu'en même temps ils puissent voir comment initier des enquêtes internes pour voir comment cette opération a dû dysfonctionner à un certain moment et avec tout ce qu'on décrit aujourd'hui comme débordement. S'agissant du verdict rendu par la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu au sujet du procès Mamadou Ndala, Jonas Tchombela précise. Le procès lui-même a émué, c'est vrai. Et au deuxième jour de ce procès, nous avons vu disparaître un témoin clé qui est mort très mystérieusement, tel que nous l'avons appris. Ça nous donne déjà des inquiétudes. Nous saluons d'abord les mesures qui sont prises, le jugement qui est prononcé sur les exécutants, bien sûr. Et nous aurions souhaité qu'une enquête approfondie puisse être initiée pour savoir les auteurs réels, les gens qui ont commandité cette mort, c'était pour quel but? Il faut dire que 2 condamnés responsables de l'assassinat du général de brigade Moustapha Mamadou Ndala ont écopé la peine de prison à vie, comparable aujourd'hui en République démocratique du Congo à une condamnation à mort.
À la majorité, par contre, l'on fustige le caractère d'ingérence des ONG internationales dans ce problème. Le communicateur de l'AMP, Jean-Pierre Kambila, encourage plutôt le gouvernement à continuer avec l'opération Likofi 3 pour décourager ces genres de banditisme. Il est au micro de Sylvie Fortuné Mboula et Josène Belebele. Ce Congo est gouverné par un gouvernement légitime qui est en place et qui fait son travail. C'est à ce gouvernement-ci de juger du niveau de sécurité que nous devons avoir par rapport à la demande du peuple congolais. Chacun de nous ici au Congo sait ce qu'était la situation de cette ville, notamment Kinshasa, avec ces Koulouna qui tuaient tout le monde, qui coupaient les mains, qui blessaient les gens, qui arrachaient les sacs, énorme. Et pendant de nombreuses années, nous avons eu beaucoup de difficultés pour maîtriser ces bandes de voyous. Il fallait donc une décision forte, radicale, pour montrer où se trouve l'autorité, mais aussi pour qu'on retrouve une situation normale de vie dans notre cité. Parce que ces organisations ne s'intéressent pas à ce que font ces Koulouna-là. Ce sont les mamans de Makala, les mamans de Ndjili, les mamans de Ngiringiri qui ont souffert. Et nous avons la responsabilité de rassurer ces mamans-là. Donc je suis pour que l'opération Likofi continue dans de bonnes conditions, bien évidemment, en essayant de faire des efforts pour qu'il y ait le moins de dérapage que possible. Mais lorsqu'un policier se sent menacé, il n'a aucun autre choix que de se défendre. Et nous savons que ces jeunes Koulouna étaient armés, dangereusement armés. Donc la police doit être protégée et non pas vilipendée comme certaines organisations de défense des droits humains tentent de le faire actuellement. Dans le reste de l'actualité, après les experts du ministère de l'Intérieur, les agents de la Commission électorale nationale indépendante ont pu travailler d'arrache-pied pour produire des recommandations susceptibles d'apporter la solution au problème de l'existence du groupement des faits. Ricardo Bakwa revient sur les grandes lignes de ces directives au Kasaï oriental. À Chilenge, Lomami et Sankuru dans le Kasaï oriental, les experts du ministère de l'Intérieur, accompagnés des agents de l'État, de la territoriale, de la CENI et du gouvernement provincial, ont travaillé pour un repérage aisé de groupements de faits par rapport au groupement de droit. Les élections locales, municipales et urbaines approchent à grands pas et tous s'activent à faciliter la tâche de la CENI pour l'élaboration cohérente de la cartographie électorale opérationnelle dans cette province dirigée par Alphonse Ngoï Kassanji. Les travaux des experts ont débouché à une batterie de recommandations. Les ministères de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est tenu de mettre à la disposition de l'organisme électoral les données nécessaires sur les entités territoriales et coutumières du pays. Les travaux finis, le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji en a été enchanté. Cette démarche de traitement consensuel des dossiers entre la délégation de Kinshasa, les autorités provinciales et locales est à encourager pour la suite des dossiers n'ayant pas obtenu d'éléments faisant défaut. Je vous rassure que toutes les recommandations issues de ces travaux seront transmises au pouvoir central. Le groupement de faits, on en trouve partout ou presque, mais l'espace kassaïen bat son plein. La République démocratique du Congo n'a pas été délaissée pendant son épisode noir de la 7e vague de maladies à virus Ebola. Dans la riposte, plusieurs partenaires ont prêté main forte au gouvernement de la République pour éradiquer cette maladie. Les détails dans ce commentaire de Patricia Bassois. Le président Joseph Kabila a supervisé personnellement et assuré le leadership de la riposte de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Matata Ponyo a non seulement mobilisé les moyens financiers du gouvernement, mais aussi tenu des réunions d'orientation et d'évaluation de la riposte. Le chef de l'État qui assure le leadership de la riposte par rapport à cette épidémie a été saisi des résultats que viennent de publier l'Institut national de recherche biomédicale, l'INRB, sur les 8 prélèvements que nous avons amenés vendredi. Sur les 8 prélèvements, 2
se sont avérés positifs au virus de Ebola. Voilà pourquoi le président de la République a instruit le Premier ministre pour que cette réunion ait eu lieu et que nous puissions valider le plan de contingence. Plusieurs partenaires ont apporté leur appui à cette riposte, à savoir l'OMS, l'UNICEF, Médecins sans frontières, UNAS, MONUSCO, PNUD, Croix-Rouge, CDL, PAM, Union européenne, Winnipeg, USAID, la clinique Psy et le gouvernement de la Chine qui a envoyé plus d'1 tonne d'aliments et nourriture Adjera à l'Équateur. En tant que bon frère, bon ami et bon partenaire de l'Afrique, le gouvernement chinois et son peuple restent toujours du côté de leurs frères et sœurs africains. Puis d'Ebola en RDC, des activités spécifiques sont prévues en post-épidémie, notamment le renforcement du système de santé, la promotion de l'hygiène et le contrôle de l'infection, la formation des équipes des ripostes à travers toutes les provinces. En bref, en religion, c'est aujourd'hui 18 novembre 2014 que le corps de M. l'abbé Bosangia, appelé affectueusement Abbé Boss, est arrivé à Kinshasa en provenance d'Accra, au Ghana. Le corps de l'initiateur du groupe K, entendez Kizito Anorité, est exposé présentement à la cathédrale Notre-Dame du Congo où les derniers hommages lui sont rendus. L'abbé Bosangia, dit Abbé Boss, est décédé des suites d'une courte maladie et sera inhumé demain mercredi 19 novembre. Suivons à présent la revue de presse dans une sélection et un commentaire d'Alain Diop. Bonsoir. La Société nationale d'électricité dans le collimateur de la population. C'est du moins ce que croit le lauréat. Selon ce journal, les Congolais brandisseraient désormais un carton rouge à l'endroit d'Éric Mbala, l'AD de la SNEL. Le confrère croit dur comme fer que celui-ci devrait être limogé avant que tout le pays ne sombre dans l'obscurité totale. Des chiffres publiés par le lauréat donnent froid au dos. Malgré l'existence du barrage hydroélectrique d'Inga, plus de 88% des habitants de la RDC n'ont pas accès à l'électricité. Chose grave, s'exclame-t-il, les 12% qui sont branchés sur la SNEL sont desservis difficilement avec de coupures intempestives du courant électrique, les délestages, les raccordements anarchiques qui augmentent le risque d'électrocution en temps pluvieux. Reste à savoir si le limogeage de l'AD de la SNEL serait une solution miracle. Dans le couloir du Palais du Peuple, l'Observateur rapporte les non-dits de l'interpellation des ministres Patrice Kitebi et Rémi Moussongaï. Ce quotidien révèle notamment que les fonds destinés aux porte-parole de l'opposition auraient servi à financer le fonctionnement du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba que pilote François Mwamba, du reste l'un des anciens ténors de cette même opposition. Concernant les dossiers support, entendez Simontéry de la province orientale, les informations qui circulent dans le milieu intéressés, note l'Observateur, pointent du doigt l'honorable Jean Bamanissa, gouverneur de la province orientale, le premier censé défendre les intérêts de sa province. Mais la question qui reste posée, ces accusateurs ont-ils raison de le noircir? Difficile d'y répondre à ce stade. Procès des assassins présumés de Mamadou Ndala. L'Observateur nous apprend que le colonel Birocho Nzanzu a été condamné à mort lundi 17 novembre par la Cour opérationnelle du Nord Kivu. Ce après plus d'un mois d'audience à Béni. Il doit également, ajoute le journal, payer une somme de près de 3 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts à la partie civile et à la succession du colonel Mamadou Ndala. La référence plus qui relaie cette information précise qu'en dehors des condamnations prononcées à l'endroit des quelques prévenus, la Cour militaire du Nord Kivu a acquitté 3 prévenus dont le capitaine Moïse Banza et le lieutenant-colonel Tito Bizou. Le phare, lui, s'intéresse à ce qui s'est passé au Burkina Faso et parle d'une nouvelle leçon de démocratie en Afrique. Et pour la toute première fois, l'ex-président Blaise Compaoré, cité par le journal, a donné sa version des faits. Nous savions depuis longtemps qu'une partie de l'opposition était en relation avec l'armée. L'objectif, préparer un coup d'État, assure le tombeur de Thomas Sankara. Il incrimine entre autres le chef d'état-major des armées, Honoré Nabaré Traoré, et ses anciens lieutenants passés dans l'opposition. Comme quoi, le ver est toujours dans le fruit. Bonsoir. Au nom de mon chef d'édition Sylvie Fortuné Mboula et au réalisateur Léonard Mouéméry, nous vous disons merci de nous avoir prêté votre attention. Bonne suite de programme sur Antena. Moi, je vous retrouve demain à 19h, encore une fois, pour vous informer. Au revoir.